parle des vins de garde. Vins de garde. C'est vrai, ouvrir une petite bouteille d'une année de naissance ou d'un événement particulier, il y a un certain charme à ça. Il y a un certain charme. Ça arrive assez fréquemment que pour un événement spécial, on aille au fond de la cave ressortir une bouteille qu'on a gardée précieusement pour justement un grand événement. Et voilà, alors c'est du tout au tout. On peut l'ouvrir et se dire waouh, on a bien fait, c'est tellement bon, c'est complexe, génial, etc. Ou alors on se dit ok, c'est tout, je m'attendais à beaucoup plus. Voilà, c'est un petit peu à double tranchant le sujet des vins de garde. Du coup, je voulais aborder ce sujet avec vous et préparez vos questions. N'hésitez surtout pas. Tout à l'heure, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez poser des questions. Alors, déjà un vin de garde. Qu'est-ce que c'est qu'un vin de garde? Un vin de garde, c'est un vin, la définition, hein, un vin qui peut vieillir plusieurs années en se bonifiant. Se bonifiant. Alors attention, hein, ce n'est pas du tout le cas de tous les vins. Un mauvais vin au départ ne deviendra pas bon si on le garde longtemps en cave. Hein. Attention, méfiez-vous de ça. Voilà, on peut se laisser un peu avoir parfois par un marchand. Oui, non, ne l'ouvrez surtout pas pour l'instant. Ouvrez-le dans 15 ans. Et évidemment, dans 15 ans, lui n'existe plus, donc on ne pourra pas venir lui dire que, en fait, c'était pas du tout un bon vin et qu'en attendant quelques années, il ne s'est pas bonifié, mais il est devenu de pire en pire. Voilà, et c'était pas du tout un plaisir alors qu'on en attendait beaucoup. C'est un petit peu ça, le sujet des vins de garde, c'est que on s'attend à avoir beaucoup de complexité à la hauteur de toutes ces années qu'on a attendues pour pouvoir déguster ces vins. Alors, les vins de garde, donc les vins qu'on ouvre dans longtemps ou au bout d'un grand moment, ont des arômes qui sont très différents et une impression en bouche qui est très différente des vins jeunes ou des vins qu'on a plus couramment l'habitude de déguster. Donc il faut faire un petit peu attention, il faut forcément s'attendre à avoir des choses différentes de ce qu'on déguste plus couramment. Les arômes tertiaires, ce sont des arômes qui ressemblent plus à du champignon, du cuir, des arômes de sous-bois un petit peu marqués, des arômes un peu, disons, d'une autre famille d'arômes qu'on appelle les arômes tertiaires et qui sont parfois un peu déroutants quand on n'a pas l'habitude. Mais quand on sait et qu'on a un petit peu cette culture du vin qu'on sert à son apogée, mais alors là, c'est une pure merveille hein, quand on a choisi le bon vin, évidemment. Donc, je voulais vous dire un petit peu, un par un, quels sont les facteurs qui font qu'un vin peut vieillir. Parce qu'en fait, c'est ça la vraie question. Il ne s'agit pas de mettre dans sa cave ou dans un coin chez soi un vin en disant, bon, bah, celui-là, c'est l'année de naissance de je sais pas qui, ou notre le vin un vin de l'année de notre mariage ou je ne sais quoi, puis on le rouvrira dans 10 ans et puis on va vraiment se régaler. C'est pas gagné d'avance. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Par contre, dans ce qu'il faut savoir pour vous, les amateurs de bon vin, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses hyper importantes à déceler dans un vin avant de se dire celui-là, je peux le garder. Primo, l'acidité. L'acidité, c'est la colonne vertébrale du vin. Et la colonne vertébrale du vin, c'est ce qui fait que le vin se tient debout. Il se tient debout pour le déguster bientôt, mais il a besoin de se tenir debout pour pouvoir le déguster dans plusieurs années. Ça, c'est vraiment l'élément principal. Sans colonne vertébrale, sans squelette, personne ne tient debout, ni les vins, ni nous. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc, il faut des vins qui ont une bonne acidité, qui ont donc cette colonne vertébrale solide.
Et l'acidité dans le vin, c'est pas un gros mot, hein. Attention, il faut jamais oublier ça. Parfois on dit « Oh, ce vin est trop acide ». Ben, peut-être que c'est au contraire quelque chose de très, très important. Et la perception de l'acidité, elle doit être agréable. Elle ne doit pas faire la grimace. Aucun vin ne doit faire la grimace. Il y a aussi un facteur de concentration. De richesse de la matière en bouche. C'est pas la peine de garder un vin fluet qui n'a pas de corps, qui n'a rien d'intéressant qui va en fait se déliter au fur et à mesure des années de garde. Il n'y avait déjà pas grand chose au départ et il y aura encore moins à l'arrivée. Donc ça c'est vraiment, faut vraiment se souvenir de ça, c'est hyper important. Autre chose aussi qui peut permettre au vin de se garder, c'est le sucre. C'est comme une confiture. En fait, le fruit frais ne se garde pas, mais le fruit avec du sucre dedans, du sucre qui va le conserver, et bien là c'est un gage de bon potentiel de garde. Hein. Donc les vins sucrés sont toujours une très bonne option de vin de garde. Hein. On va en reparler un petit peu après. Ensuite, il y a les tanins. Alors juste avant de vous parler des tanins, les vins blancs se gardent quand même moins facilement longtemps que les vins rouges, justement parce que les vins blancs n'ont pas ces tanins qui sont aussi un gage de bonne conservation. Donc les tanins, on les retrouve dans les peaux des raisins et dans les fûts de chêne qu'on utilise parfois pour élever les vins jusqu'à la mise en bouteille. Donc ces tanins, forcément, il n'y en a pas dans les vins blancs, puisqu'on n'utilise pas les peaux pour macérer, on ne fait fermenter que le jus et non pas le jus et les peaux en même temps. Donc les vins blancs se conservent moins longtemps que les vins rouges. Donc les vins rouges qui se gardent bien ont des tanins. Alors je reprends dès le début, ils ont une bonne acidité, ils ont de la concentration, ils ont une matière plutôt riche, ils ont, quand ils ne sont pas rouges tanniques, ça peut être aussi des vins qui ont du sucre, donc plutôt des vins liquoreux. C'est aussi assez fréquemment des vins qui sont vieillis en barrique, qui apportent des tanins supplémentaires et qui ont permis au vin aussi de se micro-oxygéner pendant tout le temps de l'élevage. Et cette micro-oxygénation, ça aura permis au vin de s'habituer progressivement à l'air et non pas de rester dans un milieu sans aucune oxygénation. Donc ça aussi, ça peut aider un vin à avoir un bon potentiel de garde. Il y a aussi l'emplacement des vignes. C'est sûr que les vignes les mieux exposées vont produire des vins plus concentrés. En plus, si les vignes sont un peu plus vieilles, donc les vins plus concentrés, avec plus ce potentiel de complexité à la fois aromatique et de structure, qui vont en faire des vins plus aptes au vieillissement. Donc l'emplacement des vignes à plat ou des vignes en coteaux, évidemment, les vignes en coteaux vont être plus propices à produire ces vins de garde. Un bon millésime aussi. Un millésime, c'est vrai que le sujet de millésime, la notion de millésime est hyper importante. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de mauvais millésime. Aujourd'hui, tout le monde fait du bon vin, tout le monde fait en sorte d'avoir de bons raisins parce qu'on s'y prend très longtemps d'avance, on s'y prend dès la taille, en essayant de tailler ses vignes en fonction de ce qu'on cherche à obtenir. On cherche à limiter les rendements, donc on a forcément aussi des raisins plus concentrés. On ne peut pas produire des vins de garde en faisant des rendements phénoménaux. C'est absolument impossible. Donc le phénomène de ce bon millésime ou de millésime exceptionnel fera que la période de maturation des raisins aura été longue, plutôt régulière, sans à-coups de canicule pendant laquelle la plante va se rétracter et avoir peur des jours suivants et la grosse chaleur va la faire stopper son processus de maturité.
Donc il faut qu'il y ait de la pluie, mais pas trop. Voilà, il y a tout un tas de facteurs. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette typique. Chaque année est très différente, mais les millésimes plus exceptionnels sont ceux qui ont eu des printemps, une progression des saisons jusqu'aux vendanges, qui fait qu'il y a eu à la fois de l'eau, du soleil régulièrement, pas trop d'à-coups de soleil, et puis un petit peu d'eau avant les vendanges, et ensuite une période de vendange sans pluie, pour ne pas engranger de l'eau supplémentaire. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'idéal. Il n'existe pas deux millésimes qui sont exactement similaires, ça n'existe pas, mais il y a des millésimes vraiment exceptionnels qui font que les grands vins sont plus des grands vins de garde que d'autres années. En vinification aussi, il y a certaines pratiques qui font que les vins vont être plus aptes à la garde. Prenez l'exemple par exemple du Beaujolais. Le Beaujolais nouveau, il va être, ça va être une vinification très courte, hein, sur quelques jours, pendant lequel les peaux vont être en contact avec le jus, mais assez rapidement finalement. Et puis pour les crus du Beaujolais, qui vont être d'ailleurs sur des terroirs un peu plus forts de personnalité et peut-être un petit peu moins à plat, à ce moment-là, on va avoir des vinifications un peu plus longues pendant lesquelles il y aura une extraction plus poussée des tanins, même s'il y en a peu dans le gamay, quand même, ça montre un peu les deux types de vinification extrêmes qui font qu'on aura des vinifications plus courtes, des vinifications plus longues qui permettront un vin de garde plus longue. Voilà, donc ça pareil, l'élevage long évidemment va favoriser aussi ce potentiel de garde. Les mises en bouteille précoces ne sont pas absolument l'idéal pour ça, parce que il y aura eu ce court élevage et cette courte vinification, donc effectivement c'est pas ces vins-là qu'on va favoriser dans sa très bonne cave, puisque ça c'était mon dernier point. On ne peut pas garder un vin qui a un bon potentiel de garde au fond d'un placard, ça c'est pas possible, ou même dans une cave qui n'aurait pas la bonne température, ou qui monte trop en température pendant les mois chauds, ou qui n'aurait pas suffisamment d'humidité pour que le bouchon, c'est très important, l'humidification du bouchon, qu'il soit toujours en contact. S'il fait trop sec, le bouchon va se dessécher et va laisser passer des tout petits filets d'air, vraiment de la micro-oxygénation, mais année après année, le vin va s'oxyder, tout simplement à travers le bouchon qui ne jouera plus son rôle de tampon entre l'intérieur et l'extérieur. Il va perdre il va être moins hermétique finalement. Donc voilà à peu près pour les facteurs importants qui font qu'un vin peut vieillir, ou qu'on peut choisir un type de vin à faire vieillir ou pas. Ensuite, comment est-ce qu'on va les choisir ces vins? Qu'est-ce qu'on va privilégier comme appellation ou comme style de vin à garder? Alors, par exemple, où est-ce qu'on va l'acheter ce vin-là? Forcément, si on va chez son caviste, on va être bien conseillé. Et un caviste qui connaît bien son métier, forcément, il va savoir que un pommard va se garder plus longtemps qu'un coteau bourguignon par exemple, qui sera beaucoup plus simple, hein, pour prendre un exemple de vin un peu extrême, d'un potentiel de garde classique, et un autre pour lequel ça servira à rien du tout d'essayer de cacher ça dans un coin de sa cave pour avoir une bonne surprise plus tard. Ce serait vraiment une grosse déception. Donc on va chez son caviste qui est de bons conseils et qui connaît les vignerons avec qui il travaille, qui connaît leur technique de vinification, qui vont savoir s'ils font des vins plutôt solides prêts à la garde, ou s'ils font au contraire des vins plus sur le fruit à déguster plus tôt. Voilà, ça c'est une connaissance profonde de chacun de ces fournisseurs qui fait qu'on
qu'on peut recommander tel ou tel vin pour l'année de naissance du petit dernier et un vin qu'on pourra ouvrir dans quelques années pour se faire plaisir. Il y a certains vignerons réputés pour ça aussi, des vignerons qui sont réputés pour produire ce type de vin plutôt solide, plutôt costaud et apte à la garde. Privilégier aussi les millésimes exceptionnels, hein, bien sûr. Ça, c'est pas difficile à savoir. Certains millésimes sont meilleurs que d'autres. Il existe tout un tas de petits tableaux des millésimes, et encore une fois, demandez à vos cavistes ou demandez à Marido chez 3x20, elle vous donnera les bons millésimes à garder. Il y a aussi dans chaque région des types de vins qu'on peut garder et d'autres pour lesquels ça ne sert à rien, à l'intérieur même d'une région, je veux dire. Par exemple, je vous donnais l'exemple du Pommard ou du Coteau Bourguignon, ben voilà, on est sur deux opposés, ou même certaines appellations qui sont connues pour être gardées, ça n'empêche pas ensuite de choisir le bon viticulteur qui fait des beaux vins de garde. Ça, c'est assez facile à trouver également. Voilà, dans d'autres régions aussi, je prends l'exemple de la Loire, un Gamay de Touraine par exemple se gardera forcément moins longtemps qu'un Chinon d'une seule parcelle en coteau sur une partie très forte en personnalité et avec des vieilles vignes par exemple, hein, pour prendre deux extrêmes. Et ça, il faut vraiment s'en souvenir. Il ne faut pas juste acheter un Chinon en disant c'est des vins de garde. Ben, il y a des Chinons qui sont vinifiés de manière très souple, fluide, un peu juteux, et puis il y en a d'autres qui restent un petit peu sur la défensive au départ, mais qui petit à petit vont acquérir ces arômes plus complexes et dont la patine va donner cette impression de complexité. Et ça, ce sera vraiment des vins qu'on aura plaisir à retrouver au bout de quelques années. Et ça, c'est vraiment valable, bien sûr, dans toutes les régions. Il y a aussi dans le sud-ouest et à Bordeaux, par exemple, où ça, ce sont des régions qui sont connues pour produire des vins de garde. Dans le sud-ouest, regardez par exemple les Madirans, les Cahors, qui sont des vins qui sont produits à partir de cépages qui sont des cépages costauds. Le Tannat, le Malbec, ça, ce sont des cépages qui sont aptes à la garde, si tant est qu'on les a vinifiés dans cette optique-là, avec des macérations plutôt longues et avec des extractions plutôt fortes, plutôt longues aussi. Et c'est aussi le cas de Bordeaux, qui est traditionnellement une région dans laquelle on peut aller puiser des vins de garde, le Médoc par exemple, toutes les appellations communales médocaines, ou certains hauts Médoc également dans les très grands millésimes, sont plutôt des vins de garde. De toute façon, ce sont des vins qui sont chers. Ça aussi, le prix a une vraie importance dans le choix que vous allez faire d'acheter un vin dans l'optique de le garder. On ne garde pas un vin à 10 €. C'est pas, ça nous dit tout de suite qu'il n'a pas été vinifié ou qu'il ne vient pas d'un terroir qu'on peut garder très longtemps. Hein. Il y a aussi, non, juste pour finir sur les cépages bordelais, pardon, le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc. Ce sont des cépages qui ont cette solidité et qui produisent vraiment des vins de garde qui sont même parfois assez difficiles à déguster jeunes, parce que il y a ces tanins qui sont puissants et qui sont très présents, et soit il faut les aérer très longtemps à l'avance ou les carafer, ou alors attendre qu'ils se soient un petit peu patinés et qu'ils aient construit un petit peu leur registre plus abouti. Il y a également les vins jaunes, hein, vous savez, ces vins du Jura qui sont vieillis pendant 6 ans et 3 mois, c'est la règle, et qui deviennent quasiment indestructibles, parce que finalement ils se sont légèrement habitués à l'air, ils ont été protégés par ce voile de levure
qui les a finalement mis dans un petit cocon pendant toutes ces années. Et une fois la mise en bouteille, finalement, ça a fixé un petit peu ce profil aromatique de vin déjà évolué qui va encore se bonifier si on le garde dans une bonne cave. Donc ça, c'est des super surprises à retrouver au bout de quelques années. Et c'est des vins qui sont vraiment voilà, des promesses qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Les blancs. Tiens, les blancs. Je vous disais tout à l'heure qu'ils se gardent moins longtemps que les vins rouges. Et c'est vrai, parce qu'ils n'ont pas ces tanins solides. Par contre, les vins blancs qui ont beaucoup d'acidité, je pense notamment au Riesling alsacien, si possible sur les terroirs de grands crus qui produisent ce potentiel de garde encore bien plus. Alors il y a l'acidité du Riesling, il y a aussi d'autres cépages alsaciens qui se gardent énormément, mais il y a cette acidité très typique du Riesling qui lui donne ce squelette et cette colonne vertébrale qui va permettre... et puis alors les arômes de vieillissement du Riesling, c'est une pure merveille, c'est une récompense au bout de quelques années. Donc voilà, les blancs à forte acidité, par exemple les Riesling alsaciens. Ça aussi c'est un bon critère à condition qu'ils viennent de très beaux millésimes, donc que leur acidité soit vraiment suffisamment marquée pour être gage de longue garde. Les champagnes millésimés aussi, on pense souvent au champagne. En fait, les champagnes non millésimés, ils ont déjà vieilli chez les viticulteurs ou dans les grandes maisons. Ils ont déjà vieilli, donc quand on les achète ou quand on les sert, ils sont arrivés à maturité finalement. Ils ont déjà eu ce vieillissement obligatoire qui est obligatoire, hein, puisque ça fait partie du décret d'appellation. Il faut garder minimum 15 mois les non millésimés, et pour les champagnes millésimés, c'est heureusement plus longtemps. Et ça se garde comme un vin millésimé. Donc, buvez tout de suite les champagnes non millésimés quand vous les achetez, ça sert à rien de les garder, ils ont déjà vieilli pour vous. Et par contre, les champagnes millésimés, vous pouvez les garder. Vous les achèterez que dans les meilleures années de toute façon. C'est un peu la règle. Et vous pourrez les garder. Le bouchon se rétractera peut-être un petit peu. Il aura moins cette forme de petit champignon assez caractéristique, mais c'est pas grave. Vous allez voir que ça se garde aussi très très bien. Et puis, il y a les liquoreux. Les liquoreux et les vins doux naturels. Alors, les liquoreux, ils se conservent très bien parce qu'ils ont du sucre et ils ont de l'alcool. Donc les deux font que ça fait des facteurs supplémentaires qui sont des facteurs qualitatifs, qui sont de bonne augure pour des vins qui se gardent longtemps. Regardez par exemple les sauternes. Les sauternes, dans les très belles années, je pense à 2011 par exemple, ils ont à la fois de l'alcool, un sauterne ça fait toujours à peu près 14,5 d'alcool, et il y a à peu près 150 grammes de sucre par litre, ce qui est suffisant pour à la fois ne pas être trop écœurant en bouche, mais aussi pour garder pour être un gage de garde également, puisque le sucre conserve, comme pour les confitures, effectivement. Les vins doux naturels, je vais vous donner l'exemple des sauternes, mais c'est valable pour tous les vins qui ont une pourriture noble, un botrytis en assez forte proportion. Ça peut être évidemment des quarts de chaume, des bonzo, des sélections de grains nobles alsaciennes, ou des Montbazillac, ou des très très belles, des Barsac, des très très belles appellations dans des grands millésimes, hein, bien sûr. Et pour les vins doux naturels, qui n'ont pas forcément énormément d'acidité, par contre, mais il y a l'alcool en plus qui va les conserver.
C'est pareil pour les Porto, c'est pareil pour les Madères, c'est pareil pour les Xérès. Ce sont des vins fortifiés, des vins mutés, dans lesquels on a ajouté une certaine proportion d'alcool vinique qui va stopper la fermentation, donc qui va garder une partie de sucre résiduel et qui va enrichir le vin et lui donner plus de puissance. Cette puissance va aussi l'aider à se conserver. Donc les vins doux naturels, c'est des muscades Rivesaltes, c'est des Banyuls, c'est des Moris, c'est des Rasteaux, c'est des muscades Baume de Venise, et puis bien sûr les vins étrangers dont je vous ai parlé juste avant, les Porto, les Xérès et les Madères. Hein. Donc ça, ce sont des vins à garder si vous voulez vous faire plaisir. Choisissez un vin doux naturel qui aura à la fois la puissance d'alcool, ça fait 16, 20 degrés, jusqu'à 20 degrés pour les Porto par exemple, qui sont bien plus forts en alcool, mais voilà, même un magnifique Rivesaltes, il y a des très très belles années, ça se conserve tellement longtemps que de temps en temps les maisons ressortent des millésimes anciens et on peut vraiment se faire plaisir. Donc ça, c'est vraiment des appellations et des styles de vin à regarder quand on cherche à garder des vins ou à acheter des vins d'une année spécifique qui marque un événement ou un autre qu'on a envie de célébrer. Voilà. Je pense notamment chez 3 x 20, on a encore des Rivesaltes de 1970. C'est magnifique, c'est des vins qui ont une complexité époustouflante et qu'on peut ressortir à des moments clés pour faire un beau cadeau d'anniversaire ou dans sa propre famille si on a des gens qui sont nés dans certaines années qui valent le coup d'être achetés. Alors, pour conclure, j'ai juste envie de dire que je crois qu'il vaut mieux ouvrir une bouteille trop tôt que trop tard, parce que la déception peut être malheureusement facile, pas forcément détectable, mais facile à... Voilà, on a mis tout un cérémonial, on s'est dit, c'est l'année de naissance d'un tel, ou pour son anniversaire, on lui a acheté aux enchères, ou je ne sais où, un vin de son année de naissance qui, du coup, n'est pas forcément une bonne année, on ne sait pas du tout comment ça a été conservé. Donc faites-vous plutôt confiance en choisissant des vins qui sont sûrs, hein, qui, dans la liste de ce que je vous ai donné juste avant, qui sont vraiment des vins de garde. Et puis, mais n'attendez pas forcément 25 ans. Hein. De toute façon, ou 18 ans même, le petit dernier, c'est peut-être pour ses 10 ans que la famille va boire un vin de son année de naissance. C'est pas forcément lui. De toute façon, même à 18 ans, il l'appréciera pas forcément. Donc voilà, il y a des petits critères aussi à prendre en compte. En tout cas, quand vous tomberez sur le bon numéro, ce sera une vraie récompense. Là, on peut vraiment ressortir des trésors, parce que les vins évolués, c'est un monde complètement à part des vins dont on a l'habitude plus fréquemment. Et laisser un vin s'ouvrir, alors faut pas les brusquer, hein, c'est comme les vieux, les anciens, ils ont plein de choses à raconter, mais il faut surtout pas les bousculer, il faut les laisser s'exprimer à leur rythme, il faut les ouvrir doucement, il faut ne pas trop bousculer la bouteille parce qu'il y a un dépôt qui se sera mis en suspension et qui va gâcher un peu la dégustation. En général, on les carafe pas parce ça risque de les bousculer justement. On les ouvre à l'avance et puis on les serre très délicatement. Surtout, on n'en met pas trop dans le verre et on les ouvre tout doucement et on laisse les arômes se dévoiler progressivement. Et c'est là où on trouve des bouquets incroyables de fleurs plus séchées. Au départ, on imagine qu'on avait des fleurs fraîches, des arômes floraux, et au final, on a des arômes de fleurs séchées, mais tellement, tellement complexes. Et puis surtout inhabituel. Et c'est ça aussi qui fait la magie des vins vieux, c'est vraiment superbe. Voilà, ils ont une valeur sentimentale, c'est ce plaisir de l'exceptionnel qu'on ne s'offre pas au quotidien. Donc voilà, choisissez des beaux verres, des grands verres, ne mettez pas beaucoup de vin dedans, laissez-les tout doucement. Et quand vous aurez fini,
la bouteille, le verre par exemple, quand vous aurez fini votre verre, continuez à sentir. Parce que là, il y a une mine de plaisir olfactif qu'on retrouve dans le...